Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit le candidat du Bloc québécois dans la partielle. Il y a une partielle si vous suivez l'actualité à Montréal. On va en parler dans les prochains instants, mais juste avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo parce qu'on veut faire grandir la chaîne, on veut développer différents concepts. On veut aussi convaincre plus de gens d'adhérer au Camp du Oui et le meilleur moyen pour y parvenir, c'est vraiment de diffuser notre message, diffuser nos vidéos, diffuser nos contenu. On est présent sur toutes les plateformes. Voilà, on compte sur vous. Aidez-nous à faire grandir le Camp du Oui. David, est-ce que tu veux nous parler de la boutique 50% plus 1? Ben oui, donc comme vous avez à chaque fois, vous pouvez d'ailleurs le remarquer à ce décor, beaucoup des items que vous retrouvez viennent de la boutique 50% plus 1, qui est gérée par un grand indépendantiste qui vous offre énormément de cosmétiques, ceux qui sont présents ici et d'autres. Vous pouvez vous rendre justement dans le lien en description pour accéder à la boutique, pour voir justement tous les items qui sont proposés et également avec notre code promo. On a un code promo, donc vous allez le retrouver dans la description, mais c'est Génération Oui, tout en majuscule, tout collé. Puis la boutique 50% plus 1 réinvestit une bonne partie de leur profit, en fait 50% plus 1 de leur profit au sein des Oui Québec, au sein de Génération Oui, dans différentes organisations indépendantistes. Donc c'est vraiment une belle façon de contribuer aussi à faire avancer la cause indépendantiste. Donc, pourquoi as-tu décidé de te présenter dans la circonscription pour cette élection si partielle? En fait, c'est un drôle de concours de circonstances. C'était au temps un peu avant l'éclipse. Julien Francoeur, le président de l'association, avait placé une annonce selon laquelle il vendait des lunettes certifiées ISO pour voir l'éclipse. Alors, quand j'ai vu ça, je lui ai écrit un petit message sur Facebook pour lui dire « Bon, j'aimerais ça acheter ça ». Alors, je me suis rendu chez lui. Et donc, parle, jase, il me montre sa perruche, montre son cinéma maison. Et là, vient le sujet de la partielle. Et là, il me dit, tu sais, moi, j'aimerais peut-être ça, mais je pense pas que c'est le temps. Il dit, toi, ça te tenterait-tu? Et là, j'ai répondu, Julien, certainement que ça me tenterait de faire ça pour rendre service au parti. Disons qu'à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que ça soit une course aussi serrée. Là. Je m'en allais là plutôt dans l'optique de je vais manger une volée pour le parti, puis ça va être le fun, ça va être une expérience formatrice, ça va me permettre d'apprendre. Mais là, disons que la réalité a un petit peu changé entre-temps, puis que c'est pas mal plus serré. Mais c'était ça, c'était pour faire valoir mes idées, pour rendre service au Bloc québécois, puis surtout pour me faire plaisir, parce que j'aime ça faire la politique, j'aime ça aller voir le monde. Puis, tu sais, ça me permettrait de sortir de mes livres un peu. Ça, c'est les raisons plus personnelles, mais tu sais, je pense que je serais vraiment la meilleure personne parmi tous les candidates qui se présentent à cette élection-là pour être député de la Saint-Lémard-Verdun. Mm-hmm. Puis j'irais peut-être une question un peu inverse. Marc t'a demandé pourquoi est-ce que toi, tu t'es présenté, puis moi, j'aurais tendance à dire un peu pourquoi est-ce que tu penses que, je sais pas, parmi les noms aussi qu'ils avaient peut-être en tête d'essayer de voir pour la sélection de qui serait le ou la candidate, pourquoi est-ce que tu penses que le Bloc québécois t'a retenu toi spécifiquement? Qu'est-ce que tu penses en toute humilité puis en introspection? Je pense que c'est parce qu'ils me connaissent bien, ils savent que je suis quelqu'un de sérieux, qui travaille beaucoup. J'ai travaillé longtemps sur la colline parlementaire, fait qu'ils ont eu l'occasion de me voir aller. Ils savent de ce dont je suis capable. Et puis c'est ça. Puis je pense aussi que le fait que je m'implique dans le mouvement indépendantiste depuis maintenant 15 ans, c'est une force. Quand ma candidature était annoncée, j'ai eu un nombre innombrable de messages de félicitations. J'ai un monsieur qui m'a appelé qui m'a dit je vais donner 1000$ à ta campagne. Un autre qui m'a écrit je vais donner 500$. L'argent rentrait, les bénévoles affluaient. Fait que je pense que c'était vraiment un bon coup du parti, en toute humilité, parce que je réside dans le secteur depuis 8 ans. J'ai tout un réseau
de par mes 15 ans d'implication politique. Puis je connais les dossiers fédéraux, parce que j'ai travaillé 6 ans à la Chambre des communes. Donc, les lignes du Bloc, l'histoire du Bloc québécois, ses positions, je les connais très, très bien, puis je suis capable de le défendre très, très bien. Puis ça prend quelqu'un qui est capable de porter les couleurs du parti. Fait que je pense que c'est pour cette raison-là. Puis j'ai aussi des bons liens avec l'exécutif. C'est un peu... souvent, dans la vie militante, surtout dans le mouvement indépendantiste, il y a du temps comme... il y a souvent une dialectique entre les militants, l'establishment. Puis, moi, j'ai toujours été proche des militants. J'étais un militant à la base, mais j'ai aussi été très impliqué, dans ce qu'on appelle l'appareil du parti au Parlement, au niveau parlementaire. Puis, comme la gang du Bloc québécois de la Salle-et-Mort-Verdun, ben c'est des militants qu'on pourrait qualifier de caribous. Là. C'est du monde qui sont très indépendantistes. Ils me connaissent, ils savent que moi aussi, je suis de cette frange-là. Mais qu'en même temps, au national, ils savent aussi que je suis capable de faire la part des choses, d'être sérieux. Ben j'étais capable de faire converger à la fois les énergies de la base militante dans la Salle-et-Mort-Verdun et d'aller chercher l'appui au national, tant des députés, des employés, qui vraiment qui vont de bon cœur là, pour m'aider. Là. Fait que je pense que c'est ça la force de ma candidature. Puis tu l'as mentionné, ça fait de nombreuses années que tu t'impliques au Bloc québécois, mais aussi plus largement dans le mouvement indépendantiste. Je regardais justement, quand ta candidature a été annoncée, ta page Facebook de candidat, puis je me suis amusé à remonter dans le temps. Tu as été président du Forum jeunesse du Bloc québécois. C'était en quelle année, ça, déjà? C'était l'année 2015, en fait, Okay. Quand Xavier Barcelou-Duval a tiré sa révérence. Après 3 années de mandat, c'était un très, très long mandat que Xavier a eu. Il a fait appel à moi pour devenir président. Moi, j'étais son responsable à l'organisation. Puis même, j'avais quitté l'exécutif national, ça me revient, là, mais j'avais quitté l'exécutif national un peu avant de devenir président parce que je voulais me concentrer sur la Pointe-de-l'Île. J'étais alors président du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île. Puis un peu avant de tirer sa révérence, Xavier m'avait appelé, il m'a dit « Ah oui, j'aimerais ça que tu reviennes, que tu prennes la place. » Donc c'est comme ça que je suis devenu président du FJBQ. Et puis ça a duré 11 mois à peu près. Donc, ça s'est terminé en novembre ou début décembre 2015, parce qu'entre-temps, j'ai accepté un emploi à la Chambre des communes, là, auprès de Marilyn Gill. Mais on aura l'occasion de revenir. Puis, justement, donc, tu as été président du Forum jeunesse du Bloc québécois en 2015, qui est une année charnière pour le Bloc québécois, parce que plusieurs disaient « Ah, ça va peut-être être la disparition du Bloc québécois ». Les projections étaient parfois pessimistes. Puis là, il y a eu un changement de cap. Un peu avant le début de l'élection. Oui. Mario Beaulieu était chef. Il y avait un engagement clair de parler de l'indépendance. Il y a Gilles Duceppe qui prend le relais, qui parle aussi d'indépendance. C'était tout dans la mouvance aussi de PKP. Ça a été quoi un peu... comment ça a été... toi, à titre de militant ces années-là, cette année-là, 2015, où ça a été vraiment une année charnière, je le disais, chargée, ça a dû pas mal te former. C'était très riche en émotions. Ça n'a pas toujours été facile parce que, comme tu l'as bien dit, on était dans une trame narrative dans laquelle le Bloc, sa disparition était inéluctable. Et puis, nous, on se battait contre ça. Puis le retour de M. Duceppe au Bloc québécois... Tu sais, il y a des moments où on a vraiment l'impression dans notre vie que l'histoire se joue. Puis j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là d'avoir été témoin d'un moment historique. C'était au funéraire de M. Parizeau. M. Parizeau, quand... J'ai pas souvent pleuré quand un personnage public est décédé, mais je dois vous avouer que quand M. Parizeau est mort, j'ai pas été capable de me retenir. Puis c'est ça, là, on revient, puis quelques jours plus tard, on se retrouve au funéraire à l'église à Outremont. Puis il y avait là tout le gratin politique, il y avait M. Trudeau, il y avait M. Molker, qui à l'époque était supposé être le futur premier ministre du Canada. Et on savait tous, les initiés, que ça s'en venait, cette espèce d'échange-là à la chefferie. Mais c'était pas encore connu du public. Et puis là, il y avait il y avait M. Parizeau qui avait ses obsèques, des très belles obsèques.
Puis, quand monsieur Duceppe est rentré dans l'église, les gens ont applaudi à tout rompre parce que tout le monde, le mot se passait, tu sais. Monsieur Duceppe était très mal à l'aise de ça. Je le voyais dans son non-verbal, mais en même temps conscient de la tâche qui lui incombait. Monsieur Beaulieu aussi, qui est arrivé, puis... Tu sais, je me souviens de l'ambiance, là, il y avait vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait, tu sais. Puis les jours qui ont suivi, ben c'est ça, il y a eu la conférence de presse là, qu'on savait qu'elle allait avoir lieu. Puis vraiment, M. Beaulieu, M. Duceppe, ils ont vraiment, tous les deux, là, ils ont fait preuve d'un grand civisme, puis un grand sens de l'État dans ce qu'ils ont fait. Puis c'était de mettre la patrie avant le parti. Comme en 95 avec Bouchard. Exact. Exactement. T'as-tu l'impression, justement, avec ce que tu viens de dire, que t'as comme un peu un certain poids dans, justement, la partielle? Parce que, tu sais, on va s'entendre, la salle Aimant-Verdun, ça a été, pendant très longtemps, je veux dire, c'est un château fort libéral. Là. Dans un contexte normal, ça devrait pas être une surprise que les libéraux remportent, mais ils ont perdu une circonscription il y a plusieurs semaines qu'ils avaient depuis 30 ans. Donc, rendu là, on n'est pas dans une situation normale. C'est quelque chose qui est très... ils jouent beaucoup là-dessus. Et est-ce qu'en ce sens, tu as l'impression justement qu'avec les possibilités qui s'ouvrent à toi de pouvoir peut-être devenir le prochain député de la salle Aimant-Verdun, le deuxième député de Montréal pour le Bloc québécois, est-ce que tu as comme certainement une sorte de force, de poids que tu as l'impression exactement, surtout que tu t'en as parlé avec justement Mario Beaulieu, qui est le seul pour l'instant de Montréal. En plus, tu serais comme un peu son acolyte. Ouais, ben, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre de pression, c'est sûr. Mais vous avez raison de le souligner, c'est un contexte qui est particulier. Les gens sont très insatisfaits du gouvernement Trudeau. Ça, je l'entends partout. Les gens sont préoccupés par la crise du logement, puis l'explosion d'itinérance. Fait que c'est sûr que moi, j'ai une grosse responsabilité. J'ai une responsabilité envers le parti de gagner cette élection-là. S'ils m'ont fait confiance, c'est parce qu'ils pensent que je suis le meilleur pour gagner. Puis moi, je veux leur donner tous les arguments pour avoir eu raison de me faire confiance. Fait que c'est sûr que je me mets de la pression. Je travaille très fort. Tu sais, moi, souvent, mon équipe de campagne insiste pour que j'aille des pauses, puis ils font bien de le faire. Mais moi, je veux vraiment qu'à la fin de cette campagne-là, je vive aucun regret. Je veux pas finir la campagne avec le regret de pas avoir été voir assez de monde, de pas avoir serré assez de mains, de pas avoir fait assez de portes, de pas avoir assez fait d'appels. C'est vraiment dans cet esprit-là que je fais la campagne. Mais ça va être les gens de la salle Aimant-Verdun qui vont décider en fin de compte, là, tu sais. Mais on a une super belle organisation. La réponse est positive sur le terrain. Puis moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans le coin. C'est pas normal que je me fasse aborder par des anglophones d'une manière enthousiaste, de dire oui, on va voter pour le Bloc, on est tanné. T'sais. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle Aimant-Verdun. Puis je pense que les gens ont besoin d'essayer quelque chose de nouveau. Puis j'espère qu'ils vont nous choisir pour ça. Oui, puis là, les projections depuis le début de la partielle donnent une course à trois, comme que tu le disais, entre les libéraux, le NPD, le Bloc québécois. Les conservateurs, on n'entend pas parler. On n'entend pas parler ni dans les projections, mais ni même sur le terrain. J'ai rien vu de leur part. J'ai vu le NPD qui est sur le terrain, les libéraux. Toi, on te voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain. Mais les conservateurs sont absents. Comment qu'on explique ça, l'absence des conservateurs? Bien, je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires, surtout pas les conservateurs. C'est sûr que on va être réaliste, ils n'ont aucune chance de l'emporter. Donc, leur campagne, c'est plutôt d'aller chercher des données, chercher des donateurs, d'identifier des sympathisants potentiels. Mais tu sais, sont très présents dans l'affichage, je dirais. Mais j'ai quand même rencontré mon adversaire conservateur. On a eu une bonne discussion. C'est un type sympathique. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les conservateurs. Puis je pense qu'ils vont aller là où ils peuvent faire des gains.
Mais c'est sûr qu'ils ne gagneront pas. Ça, c'est officiel. Là. Parce que moi, Marc soulève justement la question de la certaine absence un peu des conservateurs. Je veux dire, on connaît un peu l'ambiance là, quand les conservateurs commencent un peu à vous tirailler puis à vous faire des attaques. Est-ce que tu as l'impression justement que l'ambiance est un peu plus légère d'une certaine manière, puisque t'as pas, je veux dire, on les connaît, les lignes habituelles des conservateurs vis-à-vis du bloc, là, ça tourne toujours un peu des mêmes points. Puis donc, du coup, tu subis pas, en fait. Alors, puis c'est pas comme si les libéraux, le NPD allaient reprendre exactement ces mêmes lignes, parce ils sont pas du tout dans la même situation des conservateurs. Donc, t'as-tu vraiment un peu plus cette ambiance de légèreté de te dire, ah, j'ai pas vraiment autant de désinformation que si j'étais un candidat du Bloc où j'étais dans une circonscription qui était à mi-chemin avec les conservateurs? Ben, je trouve que légèreté, c'est un bon mot. C'est une campagne qui est estivale. Les gens sont de bonne humeur. Tu vois, d'habitude, ça va être la rentrée des gens qui aussi. sont insatisfaits. Ben, c'est ça. Les gens sont encore en vacances. Il fait beau. J'ai eu très peu de prises de bec durant la campagne, peut-être à 2 reprises depuis le début. Puis c'était vraiment pas si pire que ça. Il y a une ambiance qui est positive, puis les conservateurs, ils sont pas dans une campagne négative, j'ai l'impression, du moins pour l'instant. J'espère que ça va rester de même. Moi, j'ai dit au Toronto Star que je voulais faire une campagne positive. Jusqu'à présent, je me suis assez retenu, là. J'ai pas fait d'attaque. Puis, tu sais, ce serait dommage que ça tombe dans les attaques personnelles. Puis, je pense pas que ça va arriver là parce que, de toute façon, c'est pas nécessaire dans une élection partielle. Tu sais, c'est qui Louis-Philippe Sauvé? C'est qui Louis Yalenti? C'est qui Laura Palestini? Tu sais, on n'est pas dans une dynamique où on est assez connu puis on a assez de notoriété, aucun des candidats, pour se mettre à garrocher de la boîte. Puis de toute façon, les gens veulent pas ça. Tu sais, on veut avoir un débat d'idées. On veut savoir où est-ce que les partis logent, sur quel enjeu. Puis, tu sais, c'est pas... on n'est pas là. Tu sais. Puis je pense que ça fait que c'est une campagne qui est le fun à faire. T'sais, on n'a pas de situation agressive, acrimonieuse. Puis là, j'espère que ça va demeurer comme ça. Oui, tu parlais que les électeurs, les électrices de ta circonscription ont le goût de changement. Ouais. Ils sont tannés des libéraux. Ça fait des années qu'ils ont le Parti libéral dans leur circonscription. Ils voient bien que ça n'a pas amélioré le coût de la vie. Au contraire, il y a l'inflation, il y a la crise du logement, puis on a un gouvernement qui est absent. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux électeurs, aux électrices de ta circonscription qui ont le goût de changement? Ben moi, ce que je dis à chaque personne, quand on me dit moi, je suis pas satisfait du gouvernement Trudeau, je leur dis tout le temps ceci. Les conservateurs, ils n'ont aucune chance. Le NPD ont voté pour tous les budgets du gouvernement libéral depuis 2021. Ils ont beau dire que la taxe carbone, ils ont beau dire que les investissements du fédéral pour subventionner l'industrie du pétrole, c'est bien mauvais. Ils ont voté pour les budgets. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, si les gens veulent du changement, s'ils veulent envoyer un message fort à Ottawa, comme quoi ils sont pas contents, ben moi, je veux dire, essayez le bloc. Puis au pire, vous me congédierez en 2025. Mais cette fois-ci, vous avez un message à passer, vous n'avez pas 56 000 occasions, puis c'est avec moi qu'il faut le faire. Oui, parce qu'une partielle, justement, c'est l'occasion de passer un message. On l'a vu dans Jean Talon, au niveau provincial, quand les électeurs de Jean Talon, c'était un château fort libéral, là encore, ont envoyé Pascal Paradis à l'Assemblée nationale, un député du Parti québécois. Ça a envoyé tout un nombre de chocs au gouvernement caquiste. Ça a vraiment un message puissant d'élire. Exact. Ouais. Bien, exact, c'est ça. Moi, je me dis, dans la Salle-et-Mort-Verdun, une circonscription qui est libérale depuis 2015, puis où ce que le Bloc a déjà eu un député, ben l'élection d'un député bloquiste, ça en réveillerait plus d'un à Ottawa. Ouais. Tu es le seul candidat qui est résolument, qui affiche clairement qui est indépendantiste. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a comme ça devient un certain atout dans peut-être les échanges? Parce que j'imagine très clairement que dans les enjeux qui sont très locaux, surtout au niveau de la Salle-et-Mort-Verdun, il y a tout ce qui est logement, il y en a peut-être d'autres aussi que tu pourrais nous dire, mais est-ce que ça devient justement aussi un atout dans les conversations que tu as avec les gens que tu rencontres, ou est-ce que juste les gens le savent, puis tu t'insistes surtout sur les points qui les concernent directement,
Puis tu n'abordes pas trop le sujet de l'indépendance ou c'est au contraire? À chaque électeur que je rencontre, je leur demande tout le temps, la première question, c'est est-ce qu'il y a des enjeux dont vous aimeriez discuter? Donc, tu sais, si les gens ils veulent me parler de logement, je leur parle de logement. S'ils veulent me parler des pensions de vieillesse, ben OK, on va parler de ça. Tu sais, fait que c'est vraiment, j'y vais selon l'électeur. Mais moi, je me cache pas d'être indépendantiste. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher sur le tapis. C'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Puis, je pense même que c'est une force du Bloc québécois. Parce que, tu sais, quand on dit défendre les intérêts du Québec, si le Bloc québécois n'était pas indépendantiste, je vois pas en quoi on serait menaçant pour les fédéraux, tu sais. Le rapport de force qu'on va chercher à Ottawa, il découle du fait que nous, on remet perpétuellement en question le régime canadien. Donc, le régime canadien, il doit toujours se poser la question, bien, si on ne donne pas ça aux nationalistes québécois, si on ne leur donne pas satisfaction à l'égard du respect des champs de compétences des provinces, est-ce qu'on n'est pas en train de leur donner raison? T'sais? Donc, moi, je pense que c'est une grande force. Puis c'est sûr que si les gens, c'est pas leur préoccupation, je n'insiste pas, mais aussitôt que la porte s'ouvre, j'entre. Ouais. Puis de toute façon, tu es un militant indépendantiste de longue date, puis je pense que c'est un peu le cœur de ton engagement, n'est-ce pas? Oui, bien en fait, comme j'ai dit, c'est la cause de ma vie. Il n'y a pas pour moi d'autres raisons qui me motivent suffisamment à faire de la politique que l'indépendance. Franchement, j'en vois pas. J'en vois pas. Puis moi, je trouve que c'est un projet qui est emballant. C'est emballant de se dire, on pourrait créer un pays à notre image, on pourrait changer la Constitution, avoir un des régimes les plus démocratiques au monde. On peut mettre en place des institutions qui nous ressemblent, qui nous servent. On peut modifier le mode de scrutin à notre convenance, mais on peut aussi mettre en place des vraies politiques économiques qui sont liées à nos intérêts. T'sais, moi, je trouve que c'est emballant, c'est de se dire, ben, on pourrait faire partie de l'histoire. T'sais. Une fois dans notre vie, on va pouvoir dire qu'on a fait quelque chose qui est durable, qui va durer pour des siècles, puis qui va être bénéfique non seulement pour nos enfants ou nos petits-enfants, mais pour du monde qui sont appelés à naître dans 150, 200 ans. T'sais. Moi, je trouve que c'est beau, c'est grand, puis c'est noble. T'sais. Fait que c'est un sacrifice qui en vaut la peine, puis moi, j'y vais à 100%. Puis je vais vous dire un petit secret. Moi, je pense que l'indépendance, ça va se passer d'ici les 15 prochaines années. Puis, j'ai une tendance à voir à long terme. Fait que peut-être que je surestime même l'arrivée de cet événement-là dans le temps. Mais je pense vraiment que ça s'en vient. Il y a une fenêtre, il y a quelque chose qui se passe au Québec. On voit bien que le régime canadien, ça marche pas. Que les services publics sont offerts à Ottawa sont dysfonctionnels, qu'il y a du gaspillage, qu'il y a une incohérence des politiques publiques, que depuis 150 ans, les politiciens fédéraux, provinciaux se renvoient la balle sur n'importe quel problème au lieu de les régler. Puis je pense qu'il est temps qu'on aille ailleurs, qu'on aille de l'avant. Puis ça sera bon pour le Québec, l'indépendance, mais ça va aussi être bon pour les Canadiens. Parce que eux autres aussi sont pris que nous autres. Puis c'est un vrai problème. Ils peuvent pas aller eux aussi de l'avant avec des solutions qui sont en accord avec leurs valeurs. Puis ils sont tout le temps pris à essayer de nous accommoder. Dans le fond, peut-être qu'ils veulent pas vraiment. T'sais. Fait que je pense qu'on est aussi bien de se séparer en bons termes. Puis peut-être qu'on créera des structures supranationales pour notre intérêt économique, le commerce international. Mais je pense qu'il faut que ça cesse parce que les fédéralistes, en quelque sorte, ils ont été victimes de leur succès. Ils ont maté les indépendantistes en 1995, mais ils n'ont pas été capables de rénover le Canada d'une façon qui le rende fonctionnel à très, très long terme. Donc, moi, je pense que M. Trudeau, le père, s'il était vivant, peut-être qu'il verrait l'échec un peu de son œuvre constitutionnelle. Parce que l'irréformabilité du Canada, ben, c'est là qui est, son principal facteur d'entropie. Mm-hmm. Si le Canada était réformable perpétuellement, pour que ce soit adapté aux besoins des différentes nations qui y vivent, peut-être, mais
la Constitution est verrouillée à triple, à quadruple tour. Fait que, qu'est-ce que ça donne de s'acharner sur un patient qui veut plus vivre, tu sais? Ouais. En tout cas. Pleinement d'accord. Puis tu parlais que quand tu abordes, quand les citoyennes t'abordent, tu leur demandes de quoi voulez-vous parler? Quels sont les enjeux qui vous préoccupent? C'est quoi les enjeux qui reviennent le plus souvent? Logement. Logement, 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 logement. T'sais, tout le monde, il y a beaucoup de locataires dans la Salle-Mort-Verdun. Puis c'est sur toutes les lèvres, parce que c'est une dépense qui n'est pas compressible. T'sais, on peut toujours essayer de magasiner les spéciaux pour notre épicerie. On peut toujours se dire, bon, ce vêtement-là, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ce livre-là, je peux-tu l'emprunter à la bibliothèque? Mais le logement, on peut pas dire avec le propriétaire, ah, ben désolé, je peux-tu négocier le loyer ce mois-ci? J'étais un peu serré. On peut pas. Fait que ça, c'est très grave parce que ça affecte le pouvoir d'achat des gens. T'sais, moi, j'ai parlé avec Mme Jeannette Lucier de Verdun qui a subi un épisode de rénoviction. C'est pas drôle là, quand tu es septuagénaire, ça fait quasiment 10 ans que tu restes dans ton bloc puis tu te fais sacrer dehors parce que le propriétaire pense rien qu'à l'argent. C'est pas drôle quand tu es un jeune trentenaire puis tu te dis peut-être que mon bloc va se faire acheter puis je vais être obligé de quitter. Moi, j'en ai des amis là, qui se sont fait sacrer dehors de leur logement à Verdun, là, puis ils auraient aimé ça continuer à vivre à Verdun longtemps, t'sais. Moi, ça me fend le cœur de voir ça. Puis ça me fend le cœur de voir que des jeunes, vous êtes des Gen Z, là. Moi, je suis parti en appartement à 22-23 ans. Dès que j'ai eu les moyens, je me suis dit, je veux prendre ma liberté, je veux y aller, je veux être seul, je veux m'arranger dans la vie, mais, tu sais, les gens de votre génération, peut-être vous êtes obligés d'attendre à 25, à 26, à 27, peut-être à 30 ans avant de pouvoir partir en appartement parce que les loyers sont à des prix démentiels, tu sais, moi, je trouve que c'est triste, tu sais, de ne pas pouvoir vivre sa vie d'étudiant pleinement dans un quartier central de la ville. Je dis, bon, je suis pas loin de l'université, je peux voir mes amis, tu sais, c'est une autre réalité que vous allez vivre, mais ça serait le fun que ce soit toujours possible. Fait que la crise du logement, c'est ça aussi. Absolument. Puis, toi, toute un peu l'intervention que tu viens d'avoir, ça me fait penser juste au slogan que vous avez, là, le cœur à la bonne place. Le cœur à la bonne place, fondamentalement, pour un candidat dans la Salle-Mort-Verdun, c'est juste de prendre le temps avec les citoyens. Puis quand ils disent, moi, là, c'est le logement, c'est juste d'avoir l'empathie puis d'avoir le cœur à la bonne place à juste relater puis à dire, écoutez, moi, si c'est moi qui est à la place de l'autre, ben il y aura des choses qui vont être différentes parce que je vais pas être comme lui, justement. Ben c'est ça. Ben c'est important, moi, je pense, d'écouter les gens parce que les gens, ils ont des choses à nous dire, ils ont des choses à nous apprendre. T'sais. Chaque personne que je vois, je me dis, je vais peut-être la connaître pendant 5 minutes, cette personne-là, mais elle a peut-être quelque chose à m'apprendre, elle a peut-être une leçon à me donner, elle a peut-être des informations à me donner sur sa réalité, sur ce qui se passe dans sa vie, sur son terrain. Puis ça, c'est super important. Puis il faut prendre le temps de les écouter, les gens. Puis c'est pas tout le monde qui s'exprime bien aussi. Fait que c'est pour ça qu'il faut être encore plus attentif avec les gens qui, des fois, qui ont de la misère à s'exprimer ou qu'on pourrait dire « Ah, cette personne-là me donne pas envie de la fréquenter », mais au contraire, moi, je pense que c'est ces gens-là qu'il faut aller le plus voir parce que c'est les gens qui ont le plus besoin d'être écoutés dans la vie. Parce que un député, c'est un représentant du peuple. Donc, on porte la voix du peuple, mais il faut se mettre dans la peau des gens. Il faut être capable de comprendre c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur travail, c'est quoi les difficultés qu'ils vivent. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est de se mettre dans leur peau, tu sais. Puis, je pense que avec ma formation d'historien, ben, je suis capable de faire ça parce que en histoire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de se mettre dans la peau de gens qu'on n'a jamais connus, que nos arrière-grands-parents n'ont jamais connus, qu'on connaît seulement à travers des textes, des sources, des manuscrits. Puis, on doit tout comprendre ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ont vécu, se mettre dans leur peau, comprendre la mentalité, comprendre les émotions, comprendre les valeurs. Fait que ça demande de l'empathie. Un bon historien, une bonne historienne, c'est quelqu'un qui fait preuve d'empathie. Puis je pense qu'il en va de même pour un député.
Puis tu nous parlais de logement, c'est la grande préoccupation dans ta circonscription, mais partout au Canada, partout au Québec, à Montréal, c'est l'enfer. Tu le mentionnais, on l'a vu avec le 1er juillet, le jour du déménagement. C'est difficile de se trouver un logement abordable sur l'île de Montréal, puis partout au Québec, la réalité est la même. C'est quoi les solutions que le Bloc québécois aimerait voir à Ottawa pour le logement? Bien, il n'y a pas de solution magique. On ne corrige pas 30 ans de sous-investissement puis de désengagement de l'État fédéral en criant ciseaux. La crise du logement, c'est d'abord une crise du logement locatif. Parce que, dans le fond, dans les 25-30 dernières années, c'est surtout du condo puis du bungalow qui s'est construit. Très peu de locatif. Donc, il faut inciter à construire du logement locatif. Il faut investir davantage dans le logement social parce que c'est là où Ottawa s'est désengagé le plus dans les 30 dernières années. Donc ça va créer une pression à la baisse sur le marché parce que le marché locatif, ça demeure un marché. Donc, si on construit plus de logements sociaux, on va pouvoir au moins aider les clientèles les plus vulnérables puis les retirer du marché Main Street. Fait on fait diminuer la demande pour le logement locatif. Ouais. Exactement. Évidemment, on ne contrôle pas la Banque centrale, mais ce ne serait pas une mauvaise chose éventuellement que les taux d'intérêt baissent. Puis déjà là, on voit que l'inflation commence à être un peu plus sous contrôle. Donc, ce ne serait pas une mauvaise idée de baisser les taux d'intérêt si la Banque centrale le juge nécessaire parce que il y a eu une grande chute des mises en chantier là, en 2023. Puis, on ne pourra pas rattraper le retard s'il y a une chute des mises en chantier. Puis, pour qu'il y ait une augmentation des mises en chantier, il faut que les contracteurs puissent se financer. Donc, ça fait partie des solutions. Il faut aider les organismes communautaires en itinérance, puis en toxicomanie, puis leur donner un financement qui est prévisible. Fait que ça, c'est quelques-unes des solutions qui peuvent être mises en place par le gouvernement fédéral, mais il y en a bien d'autres sur d'autres paliers de gouvernement. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais ça prend une approche multifactorielle, mais la crise du logement, malheureusement, on va être pris avec ça pendant un bon bout de temps, j'ai l'impression. Et tu le dis, ça affecte surtout, ça affecte les populations vulnérables, mais les personnes jeunes, comme moi et Marc, puis plein de personnes qui vont certainement nous écouter. Et en général, dans la salle Emma-Verdun, tu as dû en rencontrer des gens qui, ils n'ont pas nécessairement de misère économique. C'est juste, c'est des étudiants. Tu n'as pas un salaire de 70 000 alors que tu es encore au cégep, puis tu fais ton DEP. Donc, là aussi, il y a cet aspect-là. Quand tu parlais justement d'empathie, c'est justement de se dire aussi que c'est pas juste des personnes qui, ils ont perdu leur emploi ou quoi que ce soit. Parfois, c'est des personnes qui vont absolument bien, mais c'est juste que, c'est beaucoup de pression. Ouais. Tu as des logements aujourd'hui que tu trouves je pense que la moyenne à Montréal, c'est comme un 4,5, c'est dans les presque 2000. Puis c'est comme, moi, mes parents, ils payaient un appartement, c'était 500 $ par mois. Tu te fais ça à 250. Puis là, j'ai pas les données exactes pour la salle Emma-Verdun, mais tu dois certainement, avoir une idée à quel point est-ce que cette pression-là est aussi importante, puis que le 2000 $ par 4,5 doit certainement être presque le même dans la salle Emma-Verdun. Oui, c'est ça. C'est à peu près 1500 $ pour un 3,5 désormais, puis 2000 $ pour un 4,5. Là. C'est pas mal partout pareil. Puis, tu sais, un bloc à Verdun, c'est 1,1 million. Dans Ville-la-Salle, c'est un petit peu moins cher. Là. C'est à peu près 700 000 $. Donc, oui, ça coûte cher. Moi, quand je suis parti en appartement à Verdun, ça fait pas 1000 ans, là, ça fait 8 ans. Les 4,5, t'es à peu près 800. Ça fait 8 ans. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu 2000. Fait qu'on parle d'une augmentation de 100% en fait. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est 120% même. Fait que, tu sais, ça suit pas l'inflation, là. Ah oui. Tu sais, à quelque part, il y a de la spéculation aussi. Il y a... les Airbnb. Les Airbnb, tu sais, mais il y a trop de demandes pour pas assez d'offres. Tu sais. Donc, on n'est pas sorti du bois. Oui. C'est terrible parce qu'il y a des familles, il y a des jeunes comme nous, il y a des personnes âgées, des gens plus vulnérables qui travaillent dur, tu sais, ou qui ont travaillé dur par le passé, dans le cas des personnes âgées. Ouais. Puis, Colin, c'est pas un luxe de se loger, c'est la base.
C'est la base. Ça devrait pas être un combat de se loger. Ouais. C'est terrible que les gouvernements se renvoient la balle comme ça, que le gouvernement fédéral, tu l'as mentionné, ait été autant passif dans ce dossier-là. Moi, j'en reviens pas, sincèrement, là. Ben, moi non plus. Puis, tu sais, c'est comment dire, quand on parle des aînés, tu sais, quand tu es rendu à la retraite, tu peux pas te refaire, là. Tu peux pas recommencer à travailler pour dire, bon, je vais avoir un meilleur logement. Donc, tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, il faut aider les personnes âgées. Il faut indexer les rentes, tu sais. Parce que le pouvoir d'achat, il est décroissant au fil où la personne vieillit. Tu sais, c'est pas normal, ça. Tu sais, puis dans un pays où la population est vieillissante, ben ça va devenir un problème économique. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, ben c'est la consommation, en fait, qui est le moteur de la croissance économique. Donc, si les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus pauvres, ben on va rentrer dans une période de stagnation économique. Donc, c'est important que les personnes âgées aient des bons régimes de retraite, qu'il y ait des rentes indexées. C'est pour ça que le Bloc québécois, on a déposé le projet de loi C-319 qui vise en fait à augmenter le gain parce qu'il y a le supplément de revenu garanti. Donc, dans le fond, on veut augmenter la valeur du gain qui est non pris en compte, en fait, pour le supplément de revenu garanti, pour qu'au moins, si les aînés veulent travailler un peu, bien, que ça ne vienne pas couper leur chèque de supplément de revenu garanti. Mais, tu sais, c'est aussi de faire en sorte d'éliminer la discrimination entre les 65-74 ans puis les 74 ans et plus au niveau de la rente du RPC, là, tu sais. Donc, c'est quelques-unes des solutions qu'il faut faire, mais il va falloir qu'on fasse plus pour les personnes âgées parce que c'est pas juste une question de bien-être puis de respecter les gens qui ont construit le pays, là, mais ça va devenir un problème économique là, si on n'essaye pas de le solutionner. Là. Non, c'est clair. Puis, je veux dire, je suis assez curieux. On a beaucoup parlé de la crise du logement. C'est, comme tu le dis, c'est le premier sujet qui t'est questionné quand tu interpelles la plupart des gens. Tu dirais que c'est quoi le deuxième environ, la deuxième chose que tu entends le plus souvent après la crise du logement? Ben, ça dépend des secteurs. Ça dépend. Tu sais, quand je vais à Ville-et-Mort, les gens me disent qu'il y a des problèmes de sécurité publique. Ça touche moins le fédéral, là, mais les gens de Ville-et-Mort que je rencontre me disent comme c'est un petit peu moins sécuritaire, les rues, il y a un petit peu plus de crimes, un petit peu plus de vols. Tu sais, j'ai même rencontré une dame à Verdun là, qui me disait ça, c'est un problème. Mais chaque quartier a ses réalités particulières dans la circonscription. Là. Tu sais, Verdun, c'est un monde. Ville-la-Salle, c'en est un autre. Côte-Saint-Paul, Ville-et-Mort, c'est lié, mais il y a vraiment des réalités distinctes. Mais le problème de l'itinérance aussi, ça c'est de partout dans la circonscription. Puis c'est lié à la crise du logement, en fait. Parce que les itinérants, c'est du monde qui sont pas capables de se loger. Puis plus que la crise du logement va devenir aiguë, plus qu'il va y avoir des problèmes d'itinérance. Puis avec ça, tous les enjeux de sécurité publique, de santé publique qui en découlent, tu sais. Fait que c'est vraiment... Puis moi, j'ai eu le dossier des Autochtones quand j'étais au bureau de recherche du Bloc québécois. Et il y avait le rapport de la commission Vient qui m'a... Puis cette phrase qui m'a beaucoup marqué dedans, c'est que le logement est l'épine dorsale d'un ensemble de problématiques vécues par les Premières Nations. Donc, c'est aussi vrai pour les Premières Nations que les Allochtones. Le logement, c'est la base pour ta santé, ta sécurité publique, ta stabilité dans la vie, ta capacité. C'est la pyramide de Maslow. Tu peux pas te dire, je vais devenir un surhomme nietzschéen, je vais faire 24 heures de course à pied dans une semaine, étudier le piano, jouer du violon, élever des enfants, apprendre 6 langues. Si tu peux pas manger, tu peux pas te loger, tu sais. Fait que c'est ça, il faut revenir à la base. Oui. Tu viens de le mentionner, tu l'avais mentionné aussi en début d'entrevue, tu as travaillé à Ottawa comme adjoint parlementaire. Combien d'années tu as passé à Ottawa? J'ai passé au total 6 ans. J'ai été 4 ans comme adjoint
parlementaire. J'ai aussi fait un peu du comté là, sur la Côte-Nord. OK. Des cas d'immigration, des cas d'assurance-emploi, des cas de supplément revenu garanti aussi. Puis j'ai fait 2 ans à la recherche. Ça, c'était extraordinaire. Là. Dans le fond, c'est d'analyser les projets de loi, de préparer les argumentaires du parti, de rencontrer des intervenants qui sont pertinents au dossier, d'élaborer les projets de loi, d'élaborer des amendements, de discuter avec les autres partis, de comprendre la procédure parlementaire. T'sais, moi, j'ai vraiment tripé. Là. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Puis j'étais un gars de contenu. Moi, j'aime ça faire de la recherche, j'aime ça lire des livres, j'aime ça... je suis un gars très curieux, donc apprendre, c'est vraiment le moteur de ma motivation dans la vie. J'étais très bien dans cet emploi-là. Puis, donc, tu as travaillé aussi comme recherchiste pour le Bloc québécois à Ottawa. C'est quoi tes plus grands apprentissages globalement dans ton parcours à Ottawa face à la relation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial? Ben, ce que je vois, c'est que c'est compliqué. C'est tout le temps compliqué. Puis, c'est un peu un vice du système, en fait. C'est que quand le gouvernement du Québec puis le gouvernement d'Ottawa s'entendent bien, c'est pas ça peut fonctionner. Mais ça finit tout le temps il finit tout le temps par y avoir des accrochages qui ont empoisonné les relations fédérales-provinciales. C'est comme inhérent au système. Puis c'est tout le temps Ottawa qui gagne. C'est comme Ottawa, c'est comme la banque au Monopoly, là. C'est tout le temps elle qui gagne. C'est tout le temps Ottawa qui a le pouvoir de ramasser les factures, qui a le pouvoir de désaveu sur les lois, qui a le pouvoir fédéral de dépenser, en fait, qu'on appelle. Donc, c'est ça, tu sais. À chaque fois qu'on se dit, bon, on pourrait réformer le Canada, c'est pas dans la logique du système. Parce que le système, tout ce qu'il vise, en fait, c'est à se maintenir. Je pense vraiment que celui qui a le mieux compris le fonctionnement du Canada, c'est Marc Chevrier. Avec son ouvrage L'Empire en marche, c'est vraiment ça. C'est l'indirect rule. T'sais. Souvent, on va entendre les fédéraux puis le Parti libéral dire « Ah, mais... » Puis même Donald J. Savoie, là, dans son ouvrage Le Canada... ça, je me rappelle plus, là, mais son dernier Magnum Opus, là, ils vont dire « Oui, mais tu sais, dans Meach, on demandait des accords bilatéraux, le fameux opting out. » Puis c'est vrai que le Bloc québécois, on réussit souvent... plus souvent qu'autrement, à aller chercher le financement sans compensation. Donc, voici le chèque. Ottawa, le gouvernement du Québec fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est la logique de l'indirect rule. T'sais, tant que c'est pas inscrit dans la Constitution, tant que c'est pas inscrit, ça n'a pas de valeur. Ottawa peut décider demain matin qu'il met fin à ça, puis c'est tout, là. Mm-hmm. Quand on parle de l'entente Colin Couture... est-ce que c'est vraiment quasi-constitutionnel? Je suis pas sûr. Moi, je suis pas juriste, hein? Que s'il y a des gens du barreau qui veulent me contredire, je ne les contredirai pas, mais je vais vous prendre un exemple historique, l'entente de 1922. Hein? De 1922 à 1984, le gouvernement du Québec avait une entente en vertu de laquelle il gérait les pêches au nom du gouvernement fédéral. Ça, c'est un gain qui a été acquis de haute lutte, là, c'est Simon-Napoléon Parent qui est allé chercher ça quand il était ministre dans le gouvernement de Marchand, Félix-Gabriel Marchand. Puis après ça, Tachereau a fini la job en 1922. Puis parallèlement, il y a une dégénération de juristes qui sont allés au conseil privé pour aller construire des assises constitutionnelles pour que le Québec puisse peut-être avoir la gestion de ses pêches. Puis là, on a une entente. Pendant 60 ans, ça a bien marché. Là, quand Jean Garon est arrivé, puis qu'il a voulu faire de quoi avec les pêches, qu'il a voulu rénover la flotte de bateaux de pêche, qu'il a voulu créer des nouveaux entrepôts pour les pêcheurs, qu'il a voulu prendre ses responsabilités, mais le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « C'est fini! C'est fini! Vous faites trop bien ça, c'est pas bien, on enlève ça.
On est tanné des séparatistes à Québec, on vient de rapatrier la Constitution, on va finir la job. Donc, la leçon à tirer de cet épisode-là, c'est que tout ce qu'Ottawa donne, il peut toujours le reprendre. Puis c'est ça l'argument intemporel qui vient planter n'importe quelle velléité de réforme fédéraliste. Parce que le système ne veut pas se modifier de telle sorte de consacrer un avantage durable à la nation québécoise. C'est contre son ADN. Fait que c'est vraiment... Le Canada, c'est quoi? Ben, c'est un ancien dominion britannique qui a adopté les tactiques de pouvoir de l'Empire britannique puis qui les a reproduites ici au nord des États-Unis. Mais ça ne peut pas durer. On ne crée pas un pays sur un héritage colonial. Puis les Québécois, on l'a questionné, les Premières Nations le questionnent, puis on ne peut pas faire nation, parce que personne ne veut faire nation dans ce pays-là. C'est ça le problème. Puis c'est pour ça que le Canada, à mon sens, c'est une structure politique qui est vouée un jour ou l'autre à disparaître. Parce qu'il n'y a aucune cohérence là-dedans. Oui. Tout à fait. Toi, parlons justement d'indépendance. Comment et quand tu es devenu indépendantiste? Oh, c'est dur à dire parce que je l'ai toujours un peu été. Mes parents, dans les années 90, ils avaient voté oui, ils étaient des nationalistes québécois. Ils n'ont pas toujours voté pour le PQ en 2007, en 2018. Ils ont voté l'ADQ en 2007, ils ont voté pour la CAQ en 2018. Mais j'ai toujours été un partisan du Québec. Puis, quand j'étais adolescent, je suis tombé sur des livres. Je suis tombé sur Québec libre de Pierre Falardeau, qui m'avait beaucoup marqué. Puis, on n'aimait pas Harper, on n'aimait pas Bush. C'est les années Locolocasse. Puis, j'ai vraiment pris ma carte du PQ en 2009, quand j'avais 16 ans, mais j'avais déjà fait du bénévolat à 14 ans. J'avais un ami au secondaire qui m'avait traîné à permanence du PQ. Puis on avait fait des téléphones. Puis j'avais pas pris ma carte parce que j'avais pas le droit. J'avais juste 14 ans. Fait que là, j'avais comme oublié ça. Puis rendu en 2009, il y avait eu le Moulin à parole. Puis j'avais entre-temps lu les livres dont j'ai parlé. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, hein, faudrait que je devienne membre du PQ, puis je m'implique pour l'indépendance. Fait que là, c'est là que j'ai sorti un 20 de mon compte de banque. J'ai pris le métro, je me suis rendu à Montréal, parce qu'à l'époque, je restais à Longueuil. Puis c'est bon, je vais à la permanence du Parti québécois, voici 5 $ comptant. Fait que je suis devenu membre à ce moment-là. Et puis quelques mois plus tard, c'était en novembre, je reçois un courriel, Parti québécois de la Porte, vous êtes invité à votre assemblée générale. Puis là, je rampais, je me rappelle, j'étais tellement stressé, tellement plein de frénésie là, à l'idée d'aller là. Puis j'étais pas sûr que je devais y aller, j'étais hyper gêné. Puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis va à l'assemblée générale. Puis là, je me suis rendu là, puis là, ils ont fait comme « Wow, c'est quoi ça? Un petit jeune de 16 ans qui vient nous voir. » Fait que là, ils n'ont pas perdu de temps. Ils m'ont tout de suite embarqué sur l'exécutif du PQ Laporte. Puis là, de fil en aiguille, je me suis abonné au Devoir. Puis quand je me suis rendu au cégep, là, je me suis impliqué dans le comité souverainiste du cégep du Vieux-Montréal. L'AICQ, CVM, aujourd'hui défunte, malheureusement. Mais c'était super le fun là, au cégep. Là, les conférences qu'on a faites, les manifs qu'on a faites, la grève étudiante, franchement, on dit tout le temps, cégep, c'était 2 pires années ou les 7 meilleures de ta vie. Ben, moi, j'en ai eu 4 pas pires. Là. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu du plaisir à ce temps-là. Là. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, on en a parlé au début, là, mais je veux dire, t'as comme un vrai parcours académique au niveau de l'histoire. T'as fait un baccalauréat en sciences sociales, puis une concentration en histoire, puis t'es passé à la maîtrise en histoire. Ouais. Je veux dire, là, t'as expliqué que t'as toujours été un peu indépendantiste. Quand t'as justement entrepris des études en histoire, à quel point, comme ça, je veux dire, ça a fait évoluer ton idée un peu indépendantiste, d'avoir tout ce bagage-là, puis t'en as parlé énormément. Je veux dire, t'as une expertise en histoire, tu connais l'histoire du Québec surtout.
puis de connaître justement cette histoire-là, puis les histoires également de la relation du Canada avec les nations autochtones, puis vraiment toutes ces dynamiques-là, comment ça a pu craquer encore plus un peu ton indépendantisme? Ben, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre, mais j'ai pas entrepris mes études en histoire pour ça. En fait, j'avais surtout au début l'idéal de l'histoire pour l'histoire. Donc, j'ai pas fait une maîtrise en histoire du Québec, justement, parce que je voulais créer une distance entre moi-même puis le sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'histoire franco-allemande, tu sais, pour ma maîtrise. Puis, en fait, c'est ça, j'étais habité de cet idéal-là, mais je me suis rendu compte au fil de mes études que c'est un peu un vœu pieux. Parce que des gens qui ont des idées, des gens qui ont des thèses en histoire, qui vont selon certaines lignes de force idéologiques, il y en a plein. Puis ils font d'excellents travaux. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Mais tant que c'est rigoureux, que tu sois nationaliste, que tu sois un gars de gauche, que tu sois un conservateur, si ta démarche elle est solide, tu fais preuve d'intégrité intellectuelle puis de rigueur, ça a sa valeur, tu sais. Donc, c'était pas dans cet esprit-là que j'ai entrepris mes études. Puis en fait, j'ai choisi l'histoire parce que je voulais pas étudier en politique. Parce que je me suis toujours dit, moi, je ne fais que de la politique. Depuis que j'ai 14 ans, je fais de la politique. Je suis en politique. Au cégep, qu'est-ce que je fais de la politique? Dans mes temps libres, qu'est-ce que je fais de la politique? Il faut que je vois autre chose, tu sais. Puis je pense que c'est ça la force de l'histoire. L'histoire nous permet de voir que c'est pas juste les politiciens qui font l'histoire. C'est les gens, c'est le peuple, c'est l'économie, c'est la culture, c'est les transferts entre les pays, les transferts culturels, les transferts d'idées. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui sont vraiment pas politiques, mais qui ont une grande incidence sur la vie politique. Puis ça, il faut les comprendre quand on veut faire de quoi qui est durable puis qui est bon pour la population. Tu sais, je me rappelle, j'avais écrit... il y a un texte qui m'a beaucoup marqué dans l'Action nationale. C'est Dominique Courtois qui avait écrit ça. C'était « Penser la politique spectrale ». C'est 2011-2010, je pense que ça avait été publié. Puis ce qu'il disait un peu, c'est que les problèmes qui sont irrésolus, ils finissent toujours par revenir nous hanter, à la manière des fantômes, tu sais. Puis on se rend compte en politique que c'est ça. Ah, tu fais une recherche, il y a une crise autochtone qui explose en Nouvelle-Écosse autour des pêches. Pourquoi? Là, tu te rends compte que, v'là 20 ans, il s'est passé quoi? La même affaire. Puis là, tu te dis, OK, dans le fond, on n'a pas réglé ce problème-là, fait que pouf, il revient nous péter en face, tu sais. Fait que c'est ça, l'histoire, c'est ça sa grande force, c'est que il faut pouvoir se représenter dans le passé pour comprendre le présent, puis savoir ce qu'on s'en va dans l'avenir. Tu sais, c'est Alexis de Tocqueville qui disait l'esprit, comment dire, pourquoi ça me manque? L'esprit ne sachant plus où il s'en va, sans l'histoire, marche dans les ténèbres. Quelque chose comme ça. Mais, oui, c'est ça. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. C'est exactement cette formule-là. Donc, c'est ça. On a besoin de l'histoire pour savoir où on s'en va. Puis de comprendre les problèmes qu'on vit. Absolument. Parce qu'on est les fruits du passé. Mm-hmm. Absolument, oui. Puis, tu parlais de Pierre Falardeau. Oui. Quelle autre figure indépendantiste t'a inspiré dans ton parcours? Moi, je dois avouer que j'ai un grand faible pour Jacques Parizeau. Jacques Parizeau, c'est une figure intellectuelle solide, quelqu'un de très rigoureux, quelqu'un de très fidèle à ses idées. Pour son éloquence, Pierre Falardeau, Pierre de Bourgault, excusez-moi, Pierre Bourgault. Parce que franchement, c'était un grand propagandiste de l'indépendance. C'est quelqu'un qui l'a fait vibrer les foules, qui est allé planter cette idée-là dans le cœur de plein de gens partout au Québec, sur la Côte-Nord aussi, tu sais.
Donc, ça, je dirais que c'est une grande figure. Il y en a sûrement d'autres, mais vraiment Falardeau, Parizeau, puis Bourgault. Tu sais, le parti dont j'aurais voulu être membre, c'est le RN. Ah oui? Vraiment, là. Pourquoi? C'est l'indépendance, le républicanisme, la frénésie, la gauche, mais en même temps nationaliste, tu sais. Je pense que j'aurais vraiment voulu vivre ça, l'émergence du mouvement indépendantiste. Puis, tu sais, c'était du monde qui avait pas peur non plus de faire des actions un peu directes. Tu sais, je fais plus ça, là, je me suis calmé un peu, mais quand j'étais jeune, tu sais, j'aimais ça, tu sais, faire des actions, ça brassait un peu plus, là, la grève de 2012, tout ça, tu sais. Puis je pense que des fois, il faut toujours respecter les lois, là, mais des fois, quand il faut faire des actions, il faut les faire, tu sais. Donc, moi, j'aimais ça, ce petit côté un baroudeur de l'indépendance. Là, un petit côté rebelle, un petit côté provocateur. Oui, on fait la politique parce qu'en quelque part, on veut changer les choses. Ben oui, mais il y a en nous un homme révolté. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Faut s'indigner un peu, dire qu'il y a des choses qui font pas bien pour se motiver à vouloir changer les choses. Bon. C'est ça, le fait d'être indépendant, se justifier à travers les injustices du Canada qui fait subir non seulement au Québec en tant que nation, mais aux personnes aussi qui peuplent le territoire, que ce soit justement les Allochtones, les Autochtones, puis plus généralement les gens comme toi et moi. Puis justement, à travers ça, le fait de défendre un Québec qui est fort au sein de la Fédération canadienne, ce serait quoi pour toi quand je suis une personne, je te demande vraiment juste de me demander, tu sais, un Québec, pourquoi ça serait désavantageux de rester au sein de la Fédération canadienne? Ce serait quoi comme les 2-3 points sur lesquels tu insisterais plus? La préservation de la culture, les désavantages que ça crée au niveau des opportunités professionnelles, qu'est-ce que ça serait vraiment les profondes injustices puis les raisons qui font en sorte qu'un Québec au sein d'une fédération canadienne, c'est pas viable, puis au contraire, c'est une injustice qu'elle soit pas autre chose que libre? Ben, je pense que si on reste dans le Canada, on va perpétuellement vivre dans le désespoir. Parce que, puis ça va nourrir le désengagement civique, en fait. Parce que, tu sais, ultimement, on essaie tout le temps de changer les choses pour avoir un pays qui nous ressemble un peu plus, mais on n'y sera jamais vraiment chez nous. Puis à chaque fois qu'on va essayer, puis qu'on va échouer, puis qu'on va se buter au mur canadien, ben ça va créer de la désaffection. Ça va créer, comment dire, un manque de confiance dans les institutions puis la capacité de changer les choses, t'sais. Puis moi, je pense que c'est pas souhaitable. Donc, il faut que, pour qu'on ait dans un régime démocratique qui soit légitime aux yeux des citoyens, ben il faut que les citoyens aient le sentiment que leur implication, que leur vote, que ça sert à quelque chose, que ça a vraiment une fonction, puis une utilité, puis une fonction transformatrice, si nécessaire, t'sais. Donc ça, c'est un point. Je pense que à force de rester dans le Canada, on va se pogner une déprime. Puis ça va amener aussi à la dissolution de la nation. On peut prendre des euphémismes, dire une transformation, mais moi, je pense que l'expérience québécoise, ça a une valeur. Ça a une valeur, notre culture, ce que nos parents ont vécu, ce que nos grands-parents ont vécu, les combats pour la langue française, les combats pour notre culture, pour vivre la vie, une vie qui nous ressemble, dans laquelle on serait bien, ben ça a une valeur, puis il faut le préserver. Puis je pense pas que ça va pouvoir être préservé, cette différence québécoise-là, cette expérience historique dans le cadre canadien. Donc, ça nous prend une structure pour rendre ça pérenne, pour la suite du monde. Hein? Donc, c'est vraiment ça, l'indépendance. C'est de continuer ce que nos ancêtres ont commencé, puis de le finir, puis le poursuivre. C'est pas plus compliqué que ça.
Puis, tu sais, j'allais dire, là, on parle beaucoup du fédéralisme, et tu en as parlé aussi tout à l'heure avec le choix que tes parents ont fait là, dans les années 2007. Ouais. Justement, il y a aussi une sorte d'autre possibilité qui s'est à un moment ouvert, la troisième voie, là, comme on appelle. Quelque chose qui est présenté de manière différente du projet souverainiste, du projet fédéraliste, un peu comme dans beaucoup de pays occidentaux où il y avait comme la rivalité gauche-droite. Ben là, il y avait une sorte de troisième voie qui s'était évadée. Nous, on est meilleur que la gauche, que la droite. Ben, ici, au Québec, c'était nous, on est meilleur que les fédéralistes puis les souverainistes. On est quelque chose de plus grand que ça. Un cul-de-sac. Mais justement, je veux dire, tu sais, là, tu as vraiment expliqué, selon toi, c'est quoi les obstacles puis le cul-de-sac que propose le fédéralisme au niveau de cette troisième voie, de la voie autonomiste, peu importe comment on l'appelle. Une voie qui a été pratiquée, qui a été surtout affirmée par le gouvernement du Québec actuel. Je veux dire, c'est quoi aussi les limites de cette alternative-là qui est défendue puis présentée par certains acteurs qui ont une influence assez importante dans la politique? Bien, c'est sûr que c'est une approche qui est limitée. En même temps, moi, je vais quand même me faire l'avocat du diable. Je pense que les nationalistes québécois qui poussent cette voie-là, surtout des juristes, c'est pas inintéressant ce qu'ils font pour le Québec. Puis on peut toujours mâcher de la gomme puis marcher en même temps. C'est-à-dire que moi, j'y crois pas. Moi, je suis un indépendantiste. Ça, c'est clair. Mais les efforts qu'ils font pour essayer de construire l'État québécois au sein du Canada, bien, sur le moyen long terme, ça fait en sorte que quand les indépendantistes, on va arriver au pouvoir, puis les Québécois vont être mobilisés pour faire l'indépendance, bien, on va avoir des assises étatiques encore plus solides pour construire le pays du Québec. Donc, moi, je vois pas ça d'une manière négative. Tous les gains qu'ils font sont des gains pour le Québec, mais sont des gains pour les indépendantistes aussi. Puis leurs échecs aussi sont des gains pour les indépendantistes parce que quand ils vont se planter, quand ils vont se heurter au mur fédéral, quand ils vont voir que c'est pas possible, ben nous autres, on va être là, puis on va leur dire, ben on vous l'avait dit. On vous l'avait dit qu'à un moment donné, Ottawa, ils n'en voulaient pas de ça. Puis c'est ça, tu sais. Là, ils vont faire la démonstration pour nous qu'il n'y a pas d'autre option que l'indépendance. C'est ça qui se passe en ce moment avec le gouvernement Legault. Parce que on revient à case départ. On ne peut pas réformer le Canada. On a essayé l'autonomisme. Qu'est-ce qui nous reste, l'indépendance? On met-tu nos culottes ou on les met pas? T'sais, c'est vraiment ça, là. Le Québec, on va avoir un choix à faire. Est-ce qu'on veut toujours se morfondre, s'apitoyer sur notre sort, se convaincre à tous les jours qu'on n'est pas bon, vivre dans un système où toutes les communautés sont mises les unes contre les autres dans la stricte perpétuation d'un régime politique que personne n'a voulu, ou on veut faire autre chose? On veut faire les choses différemment. On veut faire un pays qui nous ressemble, un pays avec les 11 nations autochtones, les populations anglophones du Québec puis la majorité francophone, un pays qui serait une république, un pays qui respecterait tout le monde, un pays qui serait vraiment démocratique, un pays qui pourrait prendre sa place, un pays qui serait peut-être une puissance énergétique du 22e siècle. Moi, je pense que c'est emballant. Puis je pense qu'on a toutes les raisons de faire l'indépendance parce que sur le point de vue énergétique, on est riche. On a une énergie disponible en grande quantité qui est carboneutre au Québec. On est riche, là. En Allemagne, là, ils sont en train de manquer leur cible climatique parce qu'ils ont des problèmes énergétiques, parce qu'ils ont refusé le nucléaire, puis parce qu'ils sont aux prises avec une dépendance envers le gaz russe. Tu sais, pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour un paquet de pays dans le monde, les questions énergétiques, c'est un cauchemar géopolitique. Puis nous, on est assis sur une mine d'or énergétique, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, en voulez-vous un argument pour l'indépendance? Parce que j'ai des petites nouvelles pour vous, là.
ces richesses-là là, sur lesquelles on est assis, ben si on les prend pas, si on les valorise pas, puis si on prend pas notre avenir en main pour nous autres, il y a d'autres gens ailleurs qui vont peut-être penser à ça. T'sais. Absolument. Fait que, pensons-y. Pensons-y. Il faut y penser pour l'avenir. Oui, c'est un projet d'avenir. Si on parle plus largement de la politique fédérale, le Bloc québécois, c'est quoi son origine pour celles et ceux qui... Tu sais, nous, moi, je connais l'origine du Bloc québécois, je suis un indépendantiste, mais il y a des gens, des jeunes qui ne l'ont pas connu ces années-là avec l'accord du Lac-Meech, etc. C'est quoi l'origine du Bloc québécois? Le Bloc québécois est né dans le sillage de l'échec de l'accord du Lac-Meech. Dans le fond, parce que cet accord-là a échoué, Lucien Bouchard et d'autres députés, dont Louis Plamondon, qui est toujours avec nous, ont décidé de se séparer du Parti progressiste conservateur de M. Mulroney. M. Mulroney qui a vraiment, en toute candeur, toute honnêteté, voulu réparer l'erreur de Trudeau, le père. Puis c'est un échec. C'était un échec. Donc, c'est sur les braises encore chaudes de l'échec constitutionnel que le Bloc québécois est né. Puis, ensuite de ça, il s'est formé comme un vrai parti à Sorel en 91, à la suite de l'élection de Gilles Duceppe, dans le partiel du mois d'août 90, qui était vraiment une partielle historique. M. Duceppe s'était présenté comme candidat indépendant, et puis il y a eu quelque chose comme le 2/3 des voix. Donc, c'était ça. Puis après ça, le Bloc québécois est devenu l'opposition officielle. Puis on était dans la logique des 3 périodes de Jean Royer. Donc, c'était l'idée de dire le Bloc va devenir l'opposition officielle. Ensuite, le Parti québécois va prendre le pouvoir. Ensuite, il y aura un référendum et nous serons un pays. Puis moi, je regarde les choses aller en ce moment, puis je me dis, on commence à avoir une séquence qui ressemble à ça. Mm-hmm. Donc, à suivre. Donc, 2025, opposition pour le Bloc québécois. Ah, ben on sait pas. 2026, gouvernement majoritaire du Parti québécois, et puis après ça, un référendum. J'aime ça. J'adopte le plan. Il y a bien des critiques qui sont adressées au Bloc québécois. L'une de, je pense, c'est la caricaturale classique, c'est de dire, le Bloc ne formera jamais de manière mathématique le gouvernement, fait que ça sert à quoi de voter pour le Bloc québécois? Mais ça sert à quoi de voter pour le Bloc québécois? Bien, ça sert à plusieurs choses. Moi, je dis tout le temps, la défense des intérêts du Québec, c'est nous autres l'adulte dans la pièce. Moi, je regardais, pour le projet de loi C-316, je me suis intéressé aux travaux du comité. Puis là, je me disais, OK, on va étudier le projet de loi, ils vont avoir des questions témoins, ils vont poser ça sur le contenu, ils vont faire référence aux mémoires. Ben non, c'était mesure dilatoire sur mesure dilatoire, point d'ordre sur point d'ordre. Monsieur le libéral, il est pas fin, le conservateur est pas fin, tatata, puisqu'on parle bien plus du projet de loi, t'sais. Tandis que tu regardes les interventions des députés bloquistes, c'est toujours pertinent, c'est toujours sur le sujet. On n'est jamais dans la partisanerie, on n'est jamais dans le garochage de boîtes. Nous autres, on fait notre travail comme il faut, on est studieux, on est là pour le monde. Puis c'est à ça que ça sert, le Bloc québécois. On va chercher des concessions sur des projets de loi, on va chercher des amendements, on va chercher des crédits budgétaires sur certains enjeux qui sont importants pour nous. Puis quand on est dans une situation de gouvernement minoritaire, ben on va essayer de chercher encore plus, parce qu'on a la balance du pouvoir. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir là, M. Trudeau ou peu importe qui sera premier ministre libéral du Canada à la fin du mandat, là, si le NPD les lâche, est-ce qu'ils vont venir nous voir? C'est ça, avoir du pouvoir. T'sais. Donc, on n'a pas besoin d'être au pouvoir pour avoir du pouvoir. Puis même, je dirais que c'est le contraire, parce que un député d'arrière-ban dans le gouvernement, là, trouve le temps long pas mal, là, parce qu'il peut pas se lever en chambre et dire « Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement est aussi mauvais envers les gens de ma circonscription? » Il dit ça, il se fait sacrer dehors du caucus, là. Tu sais, un député d'opposition, il peut dire tout ça. Il peut dire, ben, le gouvernement, il est pas bon, puis il met de la pression sur le gouvernement, puis le gouvernement est obligé de réagir, tu sais, parce que veut pas, là, qu'on soit partisan que les gens aient voté pour un député ou un autre, il faut qu'il gouverne pour tout le monde. Donc, quand il y a des problèmes à solutionner, il doit les solutionner. Ouais. Donc, l'opposition, c'est une force pour ça. On est libre. Quand tu es dans le gouvernement, ben tu suis ce que le gouvernement dit. Donc, c'est ça, c'est une force. Puis, tu sais, quand on parle de l'indépendance du Québec, puis de ce qu'on peut faire pour le Québec, ben
c'est à Ottawa qu'il y a les ambassades. Il y a quelques pays qui ont des consulats à Québec, mais la plupart des ambassades sont à Ottawa. Donc, nous, le Bloc québécois, on fait un travail de représentation qui est extraordinaire sur les enjeux du Québec, sur la culture du Québec. On est une vitrine pour notre économie à Ottawa. C'est pas les ministres de Terre-Neuve ou de l'Alberta qui vont faire ce travail-là. Là. C'est nous qui le faisons. Absolument. Puis, comme tu le dis, ça permet, quand on vote pour le Bloc québécois, c'est un message qu'on envoie au fédéral, aux fédéraux. Ouais. On ne donne pas une carte blanche au gouvernement fédéral de faire ce qu'il veut, que ce soit les libéraux ou les conservateurs. C'est vraiment une voix d'opposition qui est forte, qui est solide, qui est debout, qui se lève en chambre pour parler des priorités des gens sur le terrain. Puis toi, tu es beaucoup sur le terrain. Si je t'amène sur le terrain de la collaboration des indépendantistes, au Bloc québécois, on retrouve des indépendantistes de gauche, de droite, de centre-gauche, de centre-droit. Parce qu'il n'y a qu'un seul parti indépendantiste. Ça t'inspire quoi, toi, cette collaboration-là de tous les indépendantistes, de tous les nationalistes au sein du Bloc québécois? Bien, je pense que c'est essentiel. On peut pas faire un pays en disant « je veux un pays juste à gauche, je veux un pays juste à droite ». Ça marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait une convergence de toutes les forces indépendantistes. Pendant longtemps, le Bloc québécois, c'était le lieu prisé pour ça. Maintenant, dans la société civile, il y a aussi d'autres endroits où ça peut se faire. Les Oui Québec. Exactement, les Oui Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste aussi. Oui, mais la convergence, elle se fait au Bloc. Au Bloc, on a ce privilège-là d'être le seul parti indépendantiste sur cette scène-là. Donc, tous y sont bienvenus, qu'ils soient de Québec solidaire, de la CAQ ou du Parti québécois. La seule condition, c'est d'adhérer au programme. Puis moi, j'espère que cette situation-là va durer longtemps parce que ça prend un lieu... puis des lieux où on peut se parler. Puis ça fonctionne, ça, qu'il y a des gens, des électeurs de Québec solidaire, des électeurs du Parti québécois, des électeurs de la CAQ travaillent ensemble? Ben oui, jusqu'à date, le Bloc québécois tient toujours en un seul morceau. Donc, c'est quand même pas mal, là, passé, on est en 90, on a 34 ans. En un seul parti sur la même scène, ça veut dire qu'à quelque part, on doit pas s'y faire... On ne doit pas si mal faire les choses que ça. Là. C'est inspirant. Oui, puis moi, je voulais un peu poser la question. On se dessine actuellement, si la tendance se maintient, vers un gouvernement conservateur. Je veux dire, si on suit justement les tendances. Puis en ce sens, je veux dire, des gens, par exemple, qui vont dénoncer le fédéralisme de Trudeau en disant, vous savez, le Parti conservateur, il y aura une différence. Mais justement, tu sais, puis là, on parle de convergence indépendantiste. On est quand même dans un moment là, où il y a quelque chose qui est en train de renaître. On est en train de revivre, on dirait pas les années 2000 après 95, justement. On est vraiment dans... Si on devait comparer un peu l'époque dans laquelle on est en ce moment, là, ce serait le pré-95. Ça se forme, et on commence à se rassembler. Ces discussions-là de caquistes, QS, péquistes qui se rassemblent parce qu'ils sont tous indépendantistes, ça se retrouve un peu. Mais justement, dans le scénario où si un gouvernement conservateur est effectivement nommé, bien, effectivement élu dans la prochaine élection, tu penses que ça aurait quelle incidence, autant positive que négative, envers le mouvement indépendantiste, puis envers justement le message que au Bloc québécois vous portez à Ottawa par rapport justement à l'indépendance? Ben, j'ai une formation d'historien, puis les historiens, on est très mauvais pour prédire l'avenir. Mais, puis tu sais, on sait pas, hein, 6 mois en politique, c'est une éternité. Oui, vraiment. Les conservateurs peuvent soudainement redescendre. Oui. On verra, mais c'est sûr que le Parti conservateur de Pierre Poilievre, c'est pas le Parti conservateur de Brian Mulroney, puis c'est pas non plus le Parti conservateur même de M. Harper. C'est d'abord, c'est un parti qui est issu du Reform. Fait que les cadres là, que vous aurez, M. Scheer, M. Poilievre, tous ces gens-là qui sont les principaux dirigeants du Parti conservateur, c'est tous des gens qui ont grandi avec le Reform.
Je lisais la biographie de Poilievre, justement, puis les militants conservateurs, de l'époque, ils appelaient les reforms en culotte courte, là, quelque chose de même. Là. Donc, tu sais, sont dans une autre logique, sont beaucoup plus extrêmes dans la droite. Puis il faut rajouter à ça la prégnance de l'imaginaire politique américain chez les Canadiens anglais. Puis c'est encore plus marqué chez les conservateurs. Donc, il s'approprie aussi une certaine idéologie trumpiste. Veux pas, là, tu veux pas rentrer dans la petite politique de comparaison, là, mais c'est un peu ça aussi. T'sais. Donc, ça, je pense, ça rejoint pas du tout les valeurs des Québécois ou même les Ontariens de Toronto, mettons. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir, si M. Poilievre prend le pouvoir, c'est sûr qu'il va y avoir un choc des valeurs, un choc Québec-Canada qui va peut-être être beaucoup plus profond qu'on pourrait s'y attendre. Mais l'avenir dure longtemps, puis avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Donc, on verra. L'histoire nous le dira, comme dirait l'autre. Là. On passerait à la dernière partie de cette entrevue, la fameuse partie ça ou ça. OK. Donc, je te donnerai 2 options qu'il faudrait que tu choisisses entre l'une des 2 options, rapidement, sans explication, le plus rapidement possible. Puis par la suite, on prendra le temps s'il y a des choix que tu veux justifier. Donc, est-ce que ça te va? OK. Tu te prêtes à l'exercice? Ouais. Ça part toi. Donc, première question, lève-tôt ou lève-tard? Lève-tard, mais je suis contraint à être lève-tôt. Affaires autochtones ou pêche et océan? Pêche et océan. J'aime les pêches. Pierre Bourgault ou Jacques Parizeau? Jacques Parizeau. Pauline Julien ou André Ferretti? Pauline Julien. Gouvernement libéral majoritaire ou gouvernement conservateur minoritaire? Ou conservateur minoritaire. On a plus de jeux. Langue autochtone ou langue allemande? Das ne gute Frage. J'ai pas le choix de dire langue allemande. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement provincial de gauche? Toujours Québec indépendant. Toujours. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence. On aime ça. Je te remercie. C'était tout. C'était pas si difficile. Non, c'était pas... J'ai eu peur. Mais Il y en a certaines. Plus de peur que de mal, au final. Ouais. On était bien informés, il faut dire. Je nommerai pas ma source, mais il y a quelqu'un qui m'a bien aiguillé pour certaines questions. Non. Un bon journaliste ne divulgue pas ses sources. Exactement. Mais je la remercie. On remercie également la boutique 50% plus 1 qui nous a fourni différents objets pour alimenter notre décor. On les remercie, évidemment. On te remercie, Louis-Philippe Sauvé, de t'être présenté ici à notre micro. En pleine campagne. En pleine campagne, alors, effectivement. Si les gens veulent te suivre, si les gens veulent donner du temps à ta campagne, comment on fait pour s'engager avec toi? C'est pas compliqué. Vous pouvez venir nous voir au notre local sur la rue Wellington. Là. Je veux pas donner l'adresse parce que je me mélange tout le temps avec les chiffres, mais c'est au Mouvement social Madelino. Venez nous voir, venez nous donner votre temps. On a besoin de vous. Écrivez-moi sur Facebook. Vous pouvez nous appeler au 514-979-BLOC. Alors, venez nous aider. Il reste 32 jours à la campagne, 33 ou 32, je ne sais plus. Le temps passe vite, donc venez nous aider. On a besoin de chaque militant indépendantiste pour venir nous aider. Chaque vote compte, chaque porte qu'on ouvre, chaque téléphone qu'on fait, c'est important. Puis c'est ça qui nous rapproche de la victoire. Puis ma victoire nous rapproche de l'indépendance. Oui, absolument. Puis si on veut également, si on veut s'impliquer, mais qu'on n'est pas à Montréal, j'imagine qu'on peut partager tes publications, absolument, diffuser ton message sur les réseaux sociaux. Même faire du téléphone à partir de la maison avec Démocratique, tout est possible. Excellent, merci beaucoup. Puis sur ce, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine.